Le 26 mars 1918. Habituellement, il prend plaisir au trajet en bicyclette. Pas ce soir. Il est pressé de rentrer chez lui. Alors il pédale, à s'en décrocher le bassin. Il a mal au bide, envie de vomir. Il passe devant l'église sans omettre de se signer, et il prie pour que ça passe. Alors qu'au fond de lui, il sait que cette journée qu'il vient de vivre, il ne l'avalera jamais. Il transpire à gouttes épaisses et pédale plus vite encore maintenant qu'il approche de sa maison. Finalement, il affiche un léger rictus en apercevant la fumée qui sort de la cheminée. Il sait à qui il va faire payer sa journée de merde. Il faut bien que Raymonde serve à quelque chose. Il trouve son épouse occupée au fourneau, un œil sur les casseroles, l'autre sur le livre de l'abbé Berger, l'alimentation en temps de disette. « C'est bientôt prêt ?» qu'il demande, sans avoir pris le temps de caresser le chien. L'odeur des carbonades est divine. Il faut au moins lui reconnaître ça, Raymonde. Il se vautre sur sa chaise, étend ses petits pieds sous la table. Il est en position, paré à se déverser sur elle. De toute façon, il n'a pas le choix. Parce que dans la vie, Pierre, il n'a personne d'autre. « Vous voulez une bière ?» qu'elle lui demande. Elle sait ce dont il a besoin. Elle connaît son homme par cœur. Pierre a une situation. Une maison, une femme à lui, un chien qu'il aime, et puis aussi un emploi stable. Selon la formule consacrée, Pierre est exécuteur des arrêts de justice. En réalité, il est le bourreau officiel du royaume de Belgique, sauf qu'il n'a jamais rien bourré. En 20 ans de service, pas la moindre tête, rien. Il a pourtant réussi tous les tests et finalement été choisi parmi une armée de candidats. Vous avez les aptitudes requises, qu'on lui avait dit. Mais comme il aimait à le dire, il habitait un pays de mollassons, incapables de prendre leurs responsabilités. En effet, depuis sa prise de fonction en 1894, le roi avait commué toutes les peines de mort en prison à vie. Pierre n'avait jamais eu aucune tête à se mettre sous la lame. Son emploi du temps avait donc été adapté, on lui avait confié des tâches moins prestigieuses, le transfert de détenus, l'équarrissage des animaux morts, la capture des chiens errants, le décrochage des suicidés. Parfois même, on l'envoyait faire la surveillance des bordels de la ville. Pierre, c'est ce qu'il préférait. « Assoyez-vous là !» qu'il dit alors à sa femme. Raymonde, elle est plutôt du genre à obéir. Alors, elle lui sert une autre bière et s'assoit là où il lui a dit de le faire. Pierre peut alors vomir sur elle, sa frustration de gros con. 6 mois plus tôt. Le 26 octobre 1917, Rachel Reichardt a 20 ans. À cet âge de la vie, rien de mal ne peut vous arriver. Certes, la guerre fait rage, mais le Westhoek est la seule portion du royaume à n'avoir pas été envahie. Cela fait maintenant 3 ans que l'armée belge, sur l'Isère, défend bravement ce petit bout de Belgique indépendante face aux Allemands qui occupent maintenant le reste du pays. À Furnes, petite commune située dans les terres entre La Panne et Nieuport, Rachel vit la plus belle année de sa vie. Non seulement elle est amoureuse, mais elle a aussi trouvé un emploi chez le couple Serru, des vendeurs de légumes qui la traitent bien et lui permettent même de dormir chez eux lorsque les bombardements allemands se font trop menaçants. C'est là qu'elle a rencontré Émile, un bon gars. Il était garçon boucher. Et puis, quand la guerre a éclaté, il a été incorporé au 2e régiment d'artillerie lourde avant d'être promu maréchal des logis Fourier en 1915. Il paye les soldes des fantassins et assure aussi l'acheminement de la nourriture sur la ligne de front. C'est comme ça qu'ils se sont rencontrés. Parce qu'Émile s'approvisionne régulièrement chez le couple Serru, il arrive à vélo en sifflotant, casquette vissée sur la tête, un cajot vide attaché sur le porte-bagages avec une simple corde, et puis il repart en sifflant plus fort encore. C'est l'après-midi. Rachel est assise derrière la caisse du magasin, elle caresse son ventre. Elle vient de sentir le bébé bouger pour la toute première fois, et elle pleure de joie. Demain, elle dira à Émile que le petit a bougé, à moins que ce soit une petite. Elle ne l'a pas vu depuis 3 jours, mais là, elle décompte les heures. Ils ont rendez-vous demain matin, avant son service, dans la petite cabane derrière le magasin. Elle espère qu'ils feront l'amour et peut-être aussi qu'il lui demandera sa main. Cet après-midi du 26 octobre 1917, Rachel se dit que la guerre va s'achever, qu'elle aura bientôt un bébé dans les bras
et que dans quelques heures, elle sentira le souffle d'Émile au creux de son cou. Elle a beau chercher, elle n'a pas connu plus beau jour dans sa vie. Tant mieux, car c'est le dernier. 3 jours plus tard, le 29 octobre à 7h15 du matin, un certain Florimond Serru pénètre dans le bureau de gendarmerie de Furnes pour signaler une découverte suspecte dans le champ qui borde sa maison. Un lopin de terre a été fraîchement retourné et avec la disparition de la petite qui est maintenant sur toutes les lèvres, il a un mauvais pressentiment. 1h30 plus tard, de retour chez lui accompagné de 2 agents, Florimond, muni d'une fourche, découvre sous quelques centimètres de terre le corps sans vie de la pauvre gamine. À l'hôpital civil de Furnes, une autopsie est réalisée par les médecins militaires Camille Petit et Jules Navarre. Face tuméfiée, plaie du côté de la région frontale gauche commise par un objet contondant, sillon profond au cou produit par la corde retrouvée sur le cadavre, et bien sûr, découverte d'un embryon de 4 mois. C'était finalement une petite. Leur conclusion, après un coup violent porté à la tête ayant assommé la victime, son assassin l'a ensuite étranglée sans résistance et sans lutte. Rachel avait 20 ans. Dans le village, tout le monde est au courant de la mourette entre Rachel et Émile. Il est donc entendu sur les lieux du crime et immédiatement arrêté, présumé coupable et écroué à la prison de Furnes. Des fouilles sont entreprises, un géomètre est sommé d'établir les trajets du suspect dans la ville, ses effets personnels sont saisis et analysés, parmi lesquels une caisse vide. Le 13 novembre, alors que le commissaire prévoit une série de confrontations, Fairfax avoue le crime. En réalité, il était déjà fiancé à une trentaine de kilomètres de là, à une jeune fille qu'il avait promis d'épouser. Émile, il ne voulait pas de Rachel, et encore moins de l'enfant. Un conseil de guerre est mis sur pied pour siéger début janvier 1918. Le procès a lieu les 12, 14 et 15 janvier. À l'issue des plaidoiries, Émile Fairfax est condamné à mort. Chaque jour qui passait, Raymond devait endurer le compte-rendu de Pierre, l'enquête, la probable proclamation de la peine de mort, et puis le roi, qui avait confirmé la peine. « Je vais me le faire », qu'il disait, « mon heure est arrivée. Tu verras que je n'ai pas réussi tous ces examens pour rien. Un matin, ils vont m'appeler et me dire « Votre heure est venue, Pierre, vous allez couper la tête de ce salaud. » Pierre, il hait Fairfax. Il a l'écume aux lèvres quand il prononce son nom. Il déteste les hommes qui pensent pouvoir traiter les femmes comme bon leur semble. Effectivement, un beau matin, Pierre avait été appelé par ses supérieurs. Il s'était rendu au travail en sifflotant 20 ans qu'il attendait ça. Un condamné à mort. L'occasion de rendre service à la patrie, d'être quelqu'un, celui que la ville entière allait regarder trancher la tête d'un assassin. Il avait imaginé la scène des centaines de fois, aller chercher le détenu en cellule, l'emmener en voiture jusqu'à l'endroit de l'exécution, s'extraire du véhicule sous les flashs des journalistes, traîner le salaud vers l'échafaud et ensuite actionner la machinerie pour finalement entendre, après des années d'attente, le bruit que fait la tête quand elle tombe dans le récipient. Il avait envie d'entendre la foule gronder, hurler, haïr. Mais le sort s'acharnait. Ce soir-là, après avoir rencontré les huiles de tout en haut, il était rentré plus tard qu'à l'habitude, saoul déjà. Raymond était en train d'éplucher les patates, il n'avait pas caressé le chien, il s'était lui-même servi une bière qu'il avait bu d'une traite, il ne s'était pas vautré sur sa chaise, n'avait pas glissé ses petits pieds sous la table. Il faisait les 100 pas dans la cuisine. Raymond ne savait comment réagir, le mieux était de se taire. Des fois, quand Raymond exagérait ou se mêlait de ce qui ne la regardait pas, Pierre, dans un moment d'inattention, il était capable de lui en mettre une dans la gueule. « Une autre bière !» qu'il avait ordonné. Et Raymond s'était exécuté. Après l'avoir englouti, il avait regardé sa femme dans les yeux et avait dit « Vous savez ce qu'ils ont dit ? Ils ont dit « Vous manquez d'expérience. Nous avons des doutes sur vos compétences. » Fairfax allait bel et bien être exécuté. Mais les huiles de tout en haut avaient décrété Pierre inapte à la tâche. Non seulement la seule guillotine présente en Belgique était à Bruges, alors occupée par les Allemands, mais en plus, les huiles se retrouvaient sans bourreau pour exécuter le travail. Il avait donc été décidé d'appeler Paris pour rapatrier une guillotine et un coupeur de tête digne de ce nom. Raymond était sorti, le sourire au coin des lèvres,
pour donner les épluchures aux poules. Puis, elle s'était ressaisie, avait affiché une mine grave et était rentrée dans la maison pour finir le repas. Elle se repassait le film. Pierre, assis, tremblotant dans le bureau des huiles de tout en haut, elle l'imaginait s'essuyer le front et s'entendre dire que son rêve de gloire ne se réaliserait jamais. Elle savait depuis longtemps qu'il n'était pas de taille. Son dégonflé de mari ne savait en réalité pas comment on coupe la tête d'un homme. Il avait passé tous les tests, mais il ne savait plus comment on invite le condamné à poser son cou sur la traverse demi-circulaire, comment on rabat le châssis demi-lune pour coincer la tête, comment on manipule la tête pour la présenter parfaitement au couteau, comment on place en équerre le tranchant lourdement lesté de plomb, comment, d'un mouvement sec, on défait le petit levier qui libère la lame. C'est une question qui avait sorti Raymond de ses songes. « Vous savez combien de temps prend la lame pour descendre les 2,80 m ? Pierre lui avait demandé. Raymond ne savait pas. Alors fièrement, pour lui prouver qu'il avait bel et bien réussi tous les tests, il lui avait dit en articulant outrageusement « 3/4 de seconde. Elle met 3/4 de seconde. Vous ne savez donc rien ?» qu'il avait hurlé. Non, elle ne savait pas. Mais elle savait nombre d'autres choses. Parce qu'elle lisait les journaux, Raymonde, avant de les étendre sur la table pour récupérer les épluchures de patates. Elle savait que Lénine avait gagné Pétrograd, elle savait que 700 000 soldats avaient été blessés ou tués lors de la bataille de Passchendaele, que Trotsky avait lancé la révolution d'octobre. Elle avait même entendu parler de la mort du sculpteur français Auguste Rodin. Elle savait aussi que pour être tendre, les carbonates doivent mijoter longtemps sur les braises du charbon. Contrairement à son mari, elle savait aussi pourquoi l'État belge, alors qu'il n'avait plus exécuté personne depuis 1863, avait décidé, à la fin de la guerre, de couper la tête d'un compatriote. Mais elle ne disait rien, parce qu'on lui avait souvent fait remarquer qu'elle n'avait rien à dire. Alors Raymonde, elle s'était habituée. Le 26 mars 1918, Pierre a donc mal au bide et l'envie de vomir. Il est chez lui, le cul posé sur sa chaise et ses petits pieds glissés sous la table. Il s'assoit comme il veut, dans sa maison à lui, avec sa femme à lui, son chien qu'il aime, et puis son emploi stable. Ce matin, à 7h55, dans l'enceinte de la prison de Furnes, il a assisté à l'exécution d'Émile Fairfaye. Il a pourtant tenté de convaincre ses supérieurs de lui laisser un peu de temps pour réviser, s'entraîner, mais ils n'ont rien voulu entendre. Ils n'en avaient déjà que pour le français. Il est vrai que Anatole Desblair n'est pas n'importe qui. Contrairement à la Belgique, la France est un pays qui prend ses responsabilités et coupe des têtes à la dizaine. Desblair, c'est la crème des crèmes, l'exécuteur des arrêts le plus célèbre de France. Il a succédé à son père, qui lui-même avait déjà succédé à son père. Chez les Desblair, on a la guillotine dans le sang. Il a tranché plus de 200 têtes, dont celle de Landru. C'est ce qu'on appelle avoir des références. Et pourtant, sa carrière avait mal débuté. Lors de sa première prestation parisienne, au cours de laquelle il avait ôté la tête d'un certain Alfred Peunier, la presse avait été partagée. Le prestigieux Le Journal avait écrit « De la descente de voiture au couperet, le rythme est un peu trop rapide. Cela enlève de la solennité qui constitue pourtant la raison d'être d'une exécution. » Alors, Anatole s'était remis au boulot, répétant chaque soir les gestes cruciaux pour leur amener précision, doigté et tempo, si bien qu'une année plus tard, la presse avait revu son jugement. Dans les annales politiques et littéraires, on pouvait dès lors lire « Tous les journaux s'accordent aujourd'hui à rendre justice au jeune monsieur Desblair qui montre un tournement et une aisance de vieux praticien, jeune, élégant, vêtu d'une redingote de couleur sombre, comme un témoin de duel select, il réalise dans la perfection le type de bourreau moderne. On peut désormais lui prédire une belle carrière et un nombre respectable de représentations. » Dans le milieu, Desblair était un dieu. Seul parmi les hommes, il avait le droit de tuer, et il aimait ça, Anatole. La lame qui se précipite vers sa proie, le tranchant qui rompt la cervicale, le bruit que fait la tête quand elle se libère du corps, ça l'excitait, Anatole. Tellement d'ailleurs qu'après chaque exécution, il avait pris l'habitude d'aller se décharger du côté de Pigalle. Pierre, il a trouvé Desblair tout à fait surfait. Pas à la hauteur de sa réputation. Alors, il critique le français en attendant ses carbonades. Et il hausse un peu la voix parce qu'elle tarde à venir. Raymonde,
Pour le faire patienter, elle se permet de dire qu'elle a vu une photo de ce monsieur Desblair dans le journal et qu'elle l'a trouvé plutôt bel homme. Alors Pierre, il lui fait payer sa grossièreté. Il exige une nouvelle bière, fait une remarque sur sa jupe, sur sa coiffure aussi, et puis il montre du doigt une tache sur le buffet et dit « Mais vous avez fait quoi de votre journée ?» Raymonde, elle ne dit rien, parce qu'on l'a dressée, depuis toute petite, à ne pas riposter. Alors tout ce qu'elle pense, tout ce qu'elle sait, elle le garde pour elle. Elle sait par exemple que parfois, Pierre fait la tournée des bordels d'un peu trop près. Elle sait aussi pourquoi l'État belge a choisi le français, parce qu'il ne fallait pas se rater, parce qu'exécuter Fairfax, c'était pour le roi une manière de dire « Malgré l'envahisseur, je suis encore là, je suis encore le roi ». Pierre, lui, il ne comprend pas tout ça. Alors le roi, Desblair, Fairfax ou son Pierre, elle les hait tous autant qu'ils sont. Exaspéré, Pierre lève alors son gros cul de la chaise, il arme son bras et gifle Raymonde. Un peu de sang s'écrase sur le livre de l'abbé Berger, l'alimentation en temps de disette. Elle se taira cette fois encore, parce que l'époque veut ça. En retournant derrière ses fourneaux, Raymonde, elle imagine qu'elle lui coupe ses petites couilles et qu'elle les met à bouillir dans la marmite avec les carbonades. Et puis, elle prie pour que demain, plus aucune femme ne soit enterrée dans un jardin par son amoureux. Vous venez d'écouter La guillotine dans le sang, une histoire écrite et racontée par Jérôme Collin, une fiction basée sur un crime réel, l'affaire Fairfax. Rendez-vous sur rtbf.be/noir-jaune-rouge pour écouter les autres histoires de la collection et découvrir plus de contenu. Une production de la fiction digitale de la RTBF pour la première. Pour la fiction digitale, Sophie Berck, Marine Van Kempenhout et Serge Tavitian. Direction artistique Serge Tavitian. Enregistrement Marie-Agnès Baupin. Mixage Francis Leclerc.